C'était inouï en ce temps-là. Les marchés de capitaux ne réagissaient à rien parce qu'ils étaient sous la coupe des dirigeants. Un changement radical. It's getting to be a disaster. You know, I mean, people just out of work, and there's nowhere you can find work. Food stamps going out, the relief program is going down. There's no work nowhere. You're in restitution, sir. The restitution clerk will give you your check and your receipt. Just step aside. À mesure que le mouvement des prises de contrôle prenait de l'ampleur, des millions d'employés étaient mis à la porte. Des villes entières étaient frappées quand l'usine qui avait été leur principal employeur était fermée. Depuis la guerre, les consultants en management avaient seriné que l'une des fonctions d'une entreprise était de créer des emplois. Et voilà que du jour au lendemain, une nouvelle race de consultants expliquait que ces vagues de licenciements étaient nécessaires. For 40 years, for 70 years, for 80 years, we have attempted to rationalize and make bloodless the practice of professional management. Maybe that was appropriate 70 years ago, but in today's volatile environment, it just simply will not work. It is the most frightening, scary environment that I know of. Further, it has led me, for instance, to welcome the role of such dubious characters as the corporate raiders and their hostile takeovers. Throughout the economies of the industrialized world, we are beset with a degree of ambiguity, uncertainty, and madness never before seen, and I thus wholeheartedly welcome anyone of any sort at any time in any place who will scare the wits out of the still at the sleep at the helm leaders of our larger firms. I think up to the point in time. Je pense qu'avant les prises de contrôle, les consultants ne servaient qu'à renforcer et à servir les dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'ils renforcent et qu'ils servent les marchés de capitaux. Mais il y avait une grogne croissante contre Goldsmith et les autres raiders. Elle était conduite par les hommes politiques, dont le pouvoir était intimement lié à la santé des grandes entreprises de leur fief électoral. Senator Worth? We have been arguing, it seems to me, for almost 100 years in this country about the responsibilities that corporations have to their communities. I mean, we have tried for a long time to get corporations more responsible. We've now done it at Peachtree. We're reaching out, supporting this university, supporting cultural activities and so on. We are the ultimate of what America believes corporate responsibility is, and you lawyers from Wall Street are coming in and telling us what to do with our community and our responsibilities. Now, we're going to make it as difficult as we possibly can for you to get this to happen. Sir James? The sort of stuff that Senator Worth believes in, which he's just talked about, which is a pastoral America with a little company and the church and the university, and the whole thing is going to stay there and be there forever, and that they don't have to compete with anybody, and that competition is awful, and totally mixing up. Wait a minute, totally mixing up. This is the fundament. The difference between doing business and doing good. Doing business is what gives you the fuel to do good. Don't mix them up. The bee doesn't make honey because he's doing good. He doesn't have soul searching, am I doing good when I make honey? And he's confusing it, and that's why this country is losing its vigor. L'un des plus gros actionnaires des sociétés cotées étaient les fonds de pension. Ils investissaient des milliards de dollars sur le marché boursier afin de constituer les pensions des futurs retraités. Ces fonds étaient un acquis social de l'après-guerre qui voulait que l'entreprise ne se désintéresse pas de l'avenir de ses salariés. Mais les fonds de pension devinrent l'instrument des prises de contrôle. En effet, ils obtenaient un bien meilleur rendement pour leurs investissements s'ils soutenaient les raiders. Dans l'ensemble, les raiders n'étaient pas considérés avec grande affection. Beaucoup d'entre eux ne pensaient qu'à eux-mêmes. Et on voyait bien qu'ils se souciaient peu d'abîmer des sociétés qui avaient une longue histoire de bonnes relations sociales ou d'ancrage dans leur environnement local. Néanmoins, pour les gestionnaires, cela signifiait la hausse des valorisations. Et les fonds de pension en bénéficiaient. Ceux qui géraient les fonds de pension devaient en tenir compte, parce que c'était dans l'intérêt des bénéficiaires du fonds. Well, there was a lot of talk
Les dirigeants de grandes entreprises nous disaient « Vous, les fonds de pension, vous êtes en train de brader l'Amérique. Vous détruisez nos principales entreprises. Vous vous vendez à des raiders qui vont nous détruire. C'est effroyable, c'est mauvais pour l'Amérique. » Voilà la pression qui venait des dirigeants et des classiques des organisations patronales. Les fonds de pension étaient accusés de fournir l'huile qui lubrifiait les rouages des prises de contrôle. Ils étaient l'ennemi. Les hommes paisibles qui géraient les fonds de pension se trouvèrent pris au piège. La loi qui avait donné naissance aux fonds stipulait que leur devoir était de trouver les meilleurs rendements possibles, pourvu que les investissements ne soient pas trop risqués. Mais les junk bonds de Milken apparaissaient dorénavant comme un investissement sûr. Alors les fonds de pension se mirent à en acheter à cause de leur formidable rendement. Et ce faisant, ils donnèrent à Milken encore plus de pouvoir pour dépecer cela même qui leur avait donné naissance, les grandes compagnies. La loi ne disait pas explicitement de soutenir les raiders, mais elle disait que les gestionnaires des fonds devaient agir dans l'intérêt exclusif. Le mot figure dans la loi, l'intérêt exclusif des participants et bénéficiaires du fonds, pas dans l'intérêt de la société qui l'avait institué. L'accès de Milken à l'argent des fonds de pension a été la percée décisive. Elle l'a transformé d'acteur toujours plus puissant en force dominante du boom des prises de contrôle des années 80. Parce qu'il avait mis la main sur un financement de plus de 600 milliards de dollars que personne n'avait encore réussi à exploiter. Et alors, plus rien ne pouvait l'arrêter. We in Europe have watched with admiration the burgeoning of this mighty American economy. There's a new mood in the United States. A visitor feels it at once. The resurgence of your self-confidence and your national pride is almost tangible. Now the sun is rising in the West. Many of the policies you are following are the policies we are following. You have brought inflation down, so have we. You have declared war on regulations and controls, so have we. Members of Congress, that is what capitalism is. A system which brings wealth to the many and not just to the few. Le boom des prises de contrôle avait maintenant gagné l'Angleterre. Les grandes sociétés qui avaient dominé l'économie britannique depuis la guerre étaient attaquées et dépecées par un petit groupe de raiders. Ils étaient dirigés par un autre membre de la bande du Claremont, James Hanson. C'était un ami intime de James Goldsmith et comme lui, un apôtre du pouvoir du marché. Le marché est la plus belle chose du monde. Le marché libre, je l'adore. Voilà l'argument que j'utilisais quand les gens me disaient « Comment osez-vous me proposer d'acheter mon affaire ?» Je répondais « Regardez dans le journal, vous êtes à vendre. Il est écrit là que vos actions cotent 1 livre pièce. Cela ne signifie pas vendre ou en acheter. C'est un argument irréfutable. Voilà ce qu'est le marché, je l'adore. » Comme aux États-Unis, des centaines d'usines furent fermées, des milliers d'ouvriers licenciés afin de maximiser le profit de ceux qui avaient soutenu les raiders. Le démantèlement, le downsizing, comme disent les Américains, des sociétés, signifie que le résultat augmente toujours, le profit augmente toujours, parce que vous vous débarrassez de ce qui coûte le plus cher, les salaires. Et vos actions montent, et vous gagnez de l'argent. Les institutions gagnent de l'argent, les banques gagnent de l'argent. Les seuls qui n'en gagnent pas, ce sont les employés qui ont été licenciés. C'était le plus dur, ces plans sociaux. Mettre à la porte des gens en sachant que 3 mois plus tard, ils n'auraient plus rien. C'était dur, mais il fallait le faire. Les raiders s'en fichaient complètement.
Ils voyaient seulement qu'en licenciant, on augmentait les profits. Et ils avaient raison. Emportés dans ce chambardement